Couper le courant entre plusieurs pays peut arriver dans des circonstances exceptionnelles. C'est ce qui s'est passé entre la France et l'Espagne le 28 avril 2025. Les lignes se sont coupées automatiquement pour éviter que le blackout de la péninsule se propage en France. J'en parlerai un jour, j'attends juste la sortie des rapports pour éviter de raconter n'importe quoi, parce que le blackout est arrivé en même temps que j'écrivais cette vidéo. Mais la déconnexion dont je vais vous parler dans cette vidéo n'a rien à voir avec ça. C'est une coupure volontaire et définitive qui a demandé plus de 10 ans de préparation. Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, et les bots russes sont de sortie, installez-vous, de toute façon c'est pas comme si on avait le choix. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie forment ce qu'on appelle les pays baltes. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est leur réseau électrique. Parce que début 2025, ils se sont déconnectés de la Russie et de la Biélorussie pour se raccorder au réseau européen. Et ça, c'est pas une opération qu'on voit tous les jours. Et ce qu'on voit pas tous les jours non plus, c'est le sponsor de cette vidéo, EcoFlow. J'ai reçu le dernier produit d'EcoFlow, le kit solaire avec batterie EcoFlow Stream. Composable à la carte, avec des panneaux solaires de différentes tailles, montables sur balcon, façade ou simplement posés au sol, et une ou plusieurs batteries tout en un avec micro-onduleur, c'est une centrale solaire sur mesure, plug and play et extrêmement flexible. La batterie Stream Ultra peut être connectée directement jusqu'à 2800 watts crête de panneaux solaires, et si vous avez déjà des panneaux avec un micro-onduleur, de marque EcoFlow ou non, vous pouvez les brancher sur la batterie Stream AC pour stocker l'énergie solaire. Chaque batterie a une capacité de 1,92 kWh, les cellules sont de type LFP, les batteries sont IP65, donc peuvent être installées en extérieur, et la capacité est extensible jusqu'à 11,5 kWh, et on peut brancher jusqu'à 12 kW de panneaux solaires. On peut chaîner physiquement chaque batterie avec un câble dédié, mais on peut aussi augmenter la capacité en branchant les batteries sur plusieurs circuits du logement. L'application EcoFlow va considérer toutes ces batteries comme faisant partie d'un seul système, et automatisera la répartition de la charge et la décharge. Le système Stream permet de stocker l'énergie tout en limitant la puissance injectée sur une prise. L'application permet de sélectionner le pays et l'onduleur se règle automatiquement sur la puissance maximale autorisée pour une prise. Ça, c'est vraiment bien pour la sécurité de l'installation. Si on veut augmenter la puissance injectée, il faudra soit brancher le système sur un circuit électrique dédié, soit connecter une autre batterie sur un autre circuit prise de 16 A. D'où l'intérêt de pouvoir synchroniser les batteries branchées à plusieurs endroits. Pour utiliser les kits solaires en toute sécurité, j'ai mis en description le lien vers un guide fait par le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Tout est clairement expliqué, et je parle à la fin de la vidéo de la nouvelle réglementation française. On peut aussi brancher des appareils directement sur les batteries via deux prises de courant alternatifs jusqu'à 2300 watts, ce qui fait qu'on peut aussi utiliser la batterie comme réservoir intermédiaire pour alimenter des gros appareils. L'écosystème EcoFlow permet d'atteindre le zéro injection sur le réseau électrique via des prises connectées qui mesurent la puissance des appareils branchés. Je m'en sers depuis plusieurs années pour mesurer la puissance de mon PC et compenser en temps réel sa consommation, mais on peut aussi brancher un compteur communicant de marque EcoFlow ou de marque tierce. Ça s'installe dans le tableau électrique et ça permet de mesurer directement la totalité de la consommation du logement, donc on peut compenser le moindre watt consommé par du solaire sans perdre d'énergie sur le réseau électrique. L'application EcoFlow est simple à utiliser, l'ajout des appareils se fait très facilement, on peut programmer des scénarios de charge et de décharge et suivre en temps réel la consommation électrique, la production solaire, la capacité des batteries, etc. Il y a même un mode intelligent qui permet d'optimiser la consommation et la production en fonction de la consommation, du prix de l'électricité, de la météo, etc. Si ça vous intéresse, pour réduire vos factures, le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que je vous parle du BRELL. Non, pas de Brel, pas de la Brel, mais du BRELL, qui est l'acronyme de Biélorussie, Russie, Estonie, Lettonie et Lituanie. En anglais l'acronyme, mais en français ça marche aussi. En 2001, ces pays ont passé un accord pour former le BRELL Ring, un réseau d'interconnexion électrique permettant une coopération mutuelle et harmonieuse de l'énergie. Non, je déconne, c'est un bordel géopolitique. Pour faire simple, le BRELL était principalement géré par la Russie, qui avait la main sur la fréquence du réseau. Et ça, d'un point de vue stratégique, c'est pas rien. La fréquence du réseau électrique russe est identique à celle de l'Europe, c'est 50 Hz. Mais chacun gère la fréquence de son réseau de son côté. La Russie n'est pas directement connectée avec ce qu'on appelle la zone continentale européenne synchrone, CESA pour les connaisseurs. Je vous ai fait un beau graphique avec des couleurs. Avant le 9 février 2025, ça donnait ça. La CESA en bleu et le BRELL en orange. Le fait que la Russie soit dans une autre zone synchrone rend impossible les interconnexions directes. On peut pas tirer une ligne électrique depuis un pays en orange et la brancher directement sur le poste électrique d'un pays en bleu. C'est pas possible. Pourquoi? La réponse est dans ce mystérieux 50 Hz. La fréquence du réseau dépend de la vitesse des générateurs qui produisent l'énergie. Ici, vous avez un petit générateur de 10 MW de puissance d'une centrale solaire que j'ai visitée. Quand on consomme trop, tous les générateurs ralentissent un peu, la fréquence diminue. Quand on consomme pas assez, les dizaines de milliers de générateurs de la zone synchrone accélèrent, la fréquence augmente.
Je ne rentre pas dans les détails, j'ai déjà expliqué comment ça fonctionne. La base à comprendre, c'est que la fréquence n'est jamais pile à 50 Hz. Elle varie toujours autour de cette valeur parce que le réseau cherche en permanence à maintenir l'équilibre entre la consommation et la production. D'ailleurs, il y a des sites qui permettent de voir ça en temps réel, je vous ai mis des liens dans la description, et cette variation est identique dans toute la zone synchrone. Actuellement, la fréquence varie en temps réel de la même manière que ça soit en Espagne, en Allemagne ou en Turquie. Mais pas en Russie, où la variation est différente, car c'est une zone synchrone différente. Oui, je change de main pour le micro parce que c'est putain de lourd cette clé. Voilà pourquoi on ne peut pas relier la zone orange avec la zone bleue. Ce ne sont pas des zones synchrones, la fréquence ne varie pas de la même manière. En Europe, la régulation de la fréquence est gérée par des mécanismes basés sur la coopération. Ça ne s'est pas fait sans problème, on en a bavé, mais ça fonctionne. Pour le Brel, la fréquence était gérée principalement par Moscou. Oui, c'est plus simple, oui, c'est sûr, c'est plus simple, oui. Il fait chaud! Sans la capacité de gérer la fréquence de leur réseau, donc l'équilibre entre production et consommation, les pays baltes ne pouvaient rien faire si on leur coupait le jus. En plus de ça, ils importaient pas mal d'énergie électrique en hiver. Si l'accord du Brel a tenu pendant des années, c'est parce qu'il y a le fameux bout de Russie isolé ici, l'oblast de Kaliningrad. Le principe était simple, les pays baltes avaient besoin d'électricité et de la stabilité du réseau russe, les Russes avaient besoin des pays baltes pour alimenter Kaliningrad. Une dépendance mutuelle qui s'est érodée au fil du temps avec le jeu politique. Les Baltes voulaient devenir plus indépendants en voulant se raccorder à leurs voisins européens, la Russie construisait des centrales électriques dans Kaliningrad en disant qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de rendre l'oblast autonome, les Baltes répondaient que du coup le deal de base ne tient plus et qu'ils doivent eux aussi devenir plus indépendants, etc. etc. D'autres événements n'ont pas arrangé les choses, les cyberattaques sur le réseau électrique ukrainien en 2015 avec 230 000 personnes dans le noir quand même, et bien sûr une certaine opération spéciale qui a pris un petit peu de retard. En plus de ça, l'enclave de Kaliningrad est devenue autonome en énergie, en effectuant plusieurs essais d'îlotage, c'est-à-dire qu'ils se sont volontairement isolés pour vérifier qu'ils pouvaient bien s'auto-alimenter seuls. Et ça, rendre autonome l'enclave de Kaliningrad, ça s'est pas fait sans problème. Déjà, il a fallu fabriquer des capacités de production, donc ils ont construit des centrales au gaz. Les Russes ont aussi tenté de construire une centrale nucléaire, mais le projet n'a pas abouti. Du gaz, la Russie en a. C'est pas trop un souci pour eux. Non, le problème, c'est qu'il faut qu'il arrive à Kaliningrad. L'enclave a donc augmenté sa capacité de stockage pour avoir de la réserve, au cas où, et un bateau de gaz liquéfié a été acheté uniquement pour faire l'approvisionnement par la mer. Sauf que la liquéfaction, c'est-à-dire transformer le gaz en liquide, demande énormément d'énergie, ce qui fait grimper la facture du mètre cube. En plus, en cas de conflit militaire, l'équipage du bateau a intérêt de négocier une grosse prime de risque, et de ne pas craindre l'eau froide. C'est pourquoi Kaliningrad se fournit encore en gaz via un pipeline qui traverse la Lituanie. Et de ce que j'ai lu, ça va très bien aux Lituaniens. Et puis sinon, un accident est vite arrivé. Toujours est-il que depuis l'opération spéciale en Ukraine, les pays baltes se sont dit que, bon, il serait peut-être temps d'en finir avec le Brel et la dépendance électrique avec les Russes. Il y a déjà suffisamment de choses qui peuvent partir en vrille, si on peut s'enlever des problèmes, c'est pas plus mal. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais ici on parle de technique. Comment on fait? Parce que vu de loin, comme ça paraît simple. Les pays baltes sont reliés à la Russie et la Biélorussie via des lignes haute tension, on coupe le jus, on se branche sur l'Europe, et basta. Affaire réglée, on rentre manger un kissel au groseille avec une bonne bière pour fêter ça. Pour le kissel, j'ai juste cherché cuisine estonienne sur Wiki. Je sais pas si c'est de circonstance. Évidemment, bien sûr que non, c'est pas aussi simple. Imaginez des trains. On a le train du réseau russe, le train du réseau européen, et les Baltes qui veulent passer de l'un à l'autre. Les deux trains vont à la même vitesse moyenne, disons 100 km/h. Mais ils ont de toutes petites variations de vitesse qui font qu'ils ne sont pas synchronisés entre eux. La première chose à faire, c'est que le train balte doit d'abord se déconnecter du train russe et donc avancer seul. Il lui faut des moyens de production, des locomotives assez puissantes. Une fois sa vitesse stabilisée, il va devoir caler sa variation de vitesse sur le train européen. Et une fois que les deux trains sont à peu près synchrones, paf, connexion. Les trains sont tellement gros, surtout celui de l'Europe, que la moindre différence de vitesse peut casser la connexion. Il y a une marge de manœuvre, mais elle est très faible. Cette analogie avec les trains, c'est juste pour vous donner une idée, c'est juste une comparaison, faut pas trop la pousser. C'est juste pour comprendre les 3 étapes de l'opération qui a eu lieu en février 2025. Déconnexion, stabilisation, reconnexion. Ça a duré moins de 24 heures en tout, mais pour ça, les pays baltes ont dû se préparer pendant plus de 10 ans. Déjà, il faut de la puissance. Ils sont passés de 9,5 gigawatts de capacité de production à 13 gigawatts en 5 ans. La consommation maximale étant estimée à 5,2 gigawatts pour les 3 pays. Pour comparaison, on a déjà dépassé les 100 gigawatts en France. Les pays baltes ont 10 fois moins d'habitants et puis c'est pas la même économie non plus. Cette augmentation de puissance de production est passée quasiment que par des énergies renouvelables. L'autre étape a été d'améliorer le maillage de leur réseau électrique pour répartir plus facilement l'énergie entre les pays. C'est indispensable, surtout avec du renouvelable. Par exemple, cette ligne électrique, qui a des pylônes trop classe, je trouve, et d'autres lignes plus classiques, avec des pylônes chats. Parce qu'ils ont une tête de chat. Ben oui, vous voyez là, il y a les oreilles et puis il y a les moustaches sur les côtés. On les appelle vraiment comme ça.
Depuis que j'ai compris ça, je les trouve plus jolis dans le paysage. Comme quoi. Ils ont aussi construit des interconnexions, notamment avec la Finlande et la Suède. C'est les liens en pointillés violets, là. Et là, normalement, si vous avez suivi un minimum la vidéo, il y a un problème. J'ai dit il y a pas 5 minutes qu'on peut pas relier deux zones qui ne sont pas synchrones entre elles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit qu'on pouvait pas les relier directement. On peut pas brancher une ligne finlandaise sur le jeu de barre d'un poste électrique estonien. Si on le fait, ça fait pouf, le poste électrique à plusieurs millions prend feu, c'est le bordel. Par contre, on peut utiliser, ceux qui suivent la chaîne, le courant continu, exactement. Là encore, j'en ai parlé en détail dans une vidéo, où j'ai carrément visité un poste de conversion. Les lignes à haute tension en courant continu, ça existe, et elles sont utilisées soit pour passer sous l'eau, sous terre, ou sur de très grandes lignes aériennes. Mais on peut aussi s'en servir pour accorder deux pays qui ne sont pas synchrones entre eux. Parce qu'on va redresser le courant alternatif pour en faire du courant continu, puis le re-onduler à la fréquence du réseau de l'autre côté. Mais le souci, c'est que ça coûte un bras. Une station de conversion, ça fait la taille d'une usine. On voit bien ici la ligne polonaise de 400 kV qui arrive. Cette zone-là est dédiée uniquement à la conversion de l'alternatif vers le continu, puis du continu en alternatif. Maintenant qu'il y a eu la synchronisation avec le réseau européen, ce convertisseur ne sert plus à rien. Mais là où il y a les câbles sous-marins entre la Suède et la Finlande, c'est toujours utile. Déjà parce que ce sont des pays qui ne sont pas synchronisés avec la partie continentale de l'Europe. La Suède, Norvège et Finlande forment leur propre zone synchrone à part. Et en plus, quand on passe sous l'eau ou sur de grandes distances, on utilise forcément du courant continu. Donc l'investissement se justifiait quoi qu'il arrive. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont construit ces intercos en premier. Ce qui fait que quand les pays baltes se sont déconnectés de la Russie, ils n'étaient pas seuls, ils avaient 4 lignes à courant continu. J'en dis 3 là en fait, je sais plus compter. Quand les pays baltes se sont déconnectés de la Russie, ils n'étaient pas seuls, il y avait 4 lignes à courant continu qui pouvaient servir au cas où. Et la dernière chose qu'ils ont dû faire d'un point de vue technique, c'est d'ajouter des éléments pour la stabilité de leur réseau électrique. En France, quand la consommation augmente, l'inertie de toutes les centrales nucléaires empêche la fréquence de s'effondrer d'un coup. On n'arrête pas ces engins si facilement. Les pays baltes ont beaucoup de renouvelables, avec relativement peu d'inertie. C'était la Russie qui assurait ça avec ses centrales, c'était elle qui gérait la stabilité de la fréquence. Pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur propre fréquence, ils ont dû créer de l'inertie artificielle, avec des parcs de batteries. Ça ressemble à ça. Bon, c'est des conteneurs sur un parking, c'est pas très impressionnant. Le but, c'est pas de stocker beaucoup d'énergie, mais d'avoir une petite réserve qui permet d'encaisser les petites variations du réseau pour le rendre plus stable. Et enfin, les derniers éléments qui ont été ajoutés sont les compensateurs synchrones. C'est des très gros moteurs électriques qui tournent dans le vide. Oui, ça existe. Alors ça sert à faire un petit peu d'inertie, mais ça sert surtout à gérer l'énergie réactive. Leur rôle est assez complexe, je vais pas rentrer dans le détail. Au final, on peut voir sur cette carte l'évolution de tout ce qui a été construit depuis 2007. Les choses se sont accélérées avec l'Ukraine, mais voilà, on ne déconnecte pas des pays si facilement. C'est vraiment un très gros taf. Alors bien sûr, maintenant qu'ils ont fait tout ça, ça serait beaucoup plus facile pour eux de pouvoir même se déconnecter de l'Europe. En fait, ils sont autonomes, entre guillemets, indépendants. Du moment qu'ils restent tous les trois entre eux, ils pourraient s'auto-alimenter. Mais d'un point de vue stabilité du réseau, c'est quand même vachement mieux pour des petits pays de se raccorder à des très gros réseaux parce que ça leur permet de pouvoir importer de l'énergie et d'avoir la stabilité du très gros réseau en backup au cas où. Bon, bien sûr, tout ça, c'était pour la partie technique. Parce que tout l'aspect politique, c'est beaucoup plus touchy. Déjà, il y a eu des campagnes de désinformation pour faire croire aux habitants que leur facture d'électricité allait exploser avec la déconnexion du Brel. Il a fallu aussi trouver l'argent pour financer toutes les nouvelles infrastructures. Une grosse partie des financements viennent de l'Europe. Et plus la date de déconnexion se rapprochait, plus il y avait l'inquiétude que la Russie décide de se déconnecter avant les pays baltes. Sans avertir ni rien, l'histoire de faire chier, quoi. Ou qu'il y ait quelques soucis techniques, notamment sur les câbles sous-marins. Ah, et c'est bon, quoi. Je veux dire, un bateau qui laisse traîner son ancre, c'est comme oublier de desserrer le frein à main. C'est arrivé à tout le monde. Et puis bon, et si ça coupe au pire moment un câble électrique indispensable pour le réseau balte, bah franchement c'est pas de peau, voilà, c'est tout. Au jour J de la déconnexion, le 9 février 2025, les points sensibles du réseau balte étaient surveillés. L'OTAN surveillait aussi l'opération, il y avait des drones de partout, c'était pas le moment d'aller pisser contre un pylône. La déconnexion s'est passée en 2 étapes entre 7h et 8h heure locale. Ce graphe représente l'évolution de la fréquence du réseau. On est autour des 50 Hz pendant que les pays baltes sont connectés à la Russie, et après la déconnexion, la fréquence commence à devenir un peu plus instable pendant quelques heures. À ce moment-là, les Baltes sont seuls à gérer leur propre fréquence. Ils cherchent à stabiliser la vitesse de la locomotive. Et finalement, tout finit par rentrer dans l'ordre. On ne dépasse pas les 0,2 Hz de variation, ce qui est beaucoup, mais dans les limites acceptables. Ça paraît peu, 0,2 Hz sur 50 Hz, mais c'est un peu comme quand on tient un manche à balai en équilibre. Tant que le manche ne penche pas trop, c'est facile à rattraper. Mais dès qu'on dépasse une certaine inclinaison, ça devient très dur. Au-delà de 0,2, 0,3 Hz, le réseau doit prendre des mesures drastiques pour s'équilibrer, comme couper des zones par exemple.
Là, ce n'est pas arrivé, donc les habitants des pays baltes n'ont rien remarqué pendant la transition. Il s'est absolument rien passé pour les habitants. Ils n'ont rien vu, ils ont eu du courant comme d'habitude, ils n'ont absolument rien capté. Il n'y a pas eu de coupure, rien du tout. Puis, une fois que le réseau est revenu à l'équilibre, la connexion à l'Europe s'est faite sans aucun problème. Si vous êtes sur le continent européen, en France, en Espagne, en Italie ou autre, vous êtes sur le même réseau que celui des pays baltes. Vous êtes à la même fréquence. Il y a un truc New Age à faire là-dessus. Votre prise électrique résonne à la même fréquence que celle de votre voisin, que celle de la ville d'à côté, que celle du pays d'à côté. C'est une communion collective. Tous les Européens peuvent entrer en résonance astrale en se connectant au réseau électrique. Stop! Non, ne faites pas ça, vraiment pas. Non, mauvaise idée finalement. On annule, on annule. Franchement, il faut qu'on trouve une autre idée pour la fin de la vidéo, parce que là, ça pue la merde. Merci à EcoFlow d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si le kit solaire avec batterie EcoFlow Stream vous intéresse, le lien est dans la description et le commentaire épinglé. A noter que pour le branchement d'un kit solaire ou d'une batterie sur prise électrique, en France, la réglementation va être mise à jour en septembre 2025. Elle ne sera pas rétroactive, donc si vous achetez un kit ou si vous achetez avant septembre, vous n'êtes pas concerné. Et d'après l'UFC Que Choisir, en théorie, les kits solaires plug and play ne sont pas concernés par cette norme. Mais si vous achetez un kit après septembre, vérifiez si c'est toujours possible de le brancher sur une prise ou s'il vous faut un circuit dédié. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ceci est un test de format court, donc n'hésitez pas à faire des retours, ça m'intéresse énormément. J'essaye de faire un truc avec un peu plus d'humour, avec un montage un peu plus à l'arrache pour que ça soit fait plus rapidement, pour pouvoir aborder des sujets courts qui ne méritent pas, on va dire, une grosse vidéo et qui ne sont pas des visites, parce que les visites, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de préparation. C'est des vidéos super cool, mais je peux pas en faire tous les mois. Et surtout, à chaque fois, il y a des phases de vérification, de tournage, etc. Ce qui fait que je n'arrive pas à avoir un calendrier où tous les mois je sors une vidéo. C'est pas possible. Donc j'essaye de trouver une solution pour boucher les trous, on va dire, avec des vidéos plus rapides à écrire, plus rapides à faire. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a plu, j'essaye de faire un truc un peu fun. Et puis ça permettra aussi de dépiler les idées que vous m'envoyez des fois via le formulaire de contact de mon site, parce que j'en ai une liste infinie. Et donc voilà, j'essaye de tout noter, mais des fois c'est pas évident. Merci à EcoFlow pour le sponsoring de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans le commentaire épinglé pour avoir plus d'informations. Et puis moi je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.